Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la loi de finances, en particulier avec un focus sur la TVA et les droits de douane. Merci beaucoup à tous les inscrits d'être présents ici aujourd'hui avec nous. Je vais commencer par me présenter. Alors moi, je m'appelle Étienne Lair, je suis fiscaliste senior en taxe sur la valeur ajoutée et douane chez TVA RF Consulting, et je suis accompagné aujourd'hui par mon collègue Arnaud. Bonjour à tous, Arnaud Morandin, consultant junior en fiscalité, plus spécialement en TVA. Je travaille chez TVA depuis un peu plus de 2 ans, donc je travaille avec Étienne sous la direction de Madame Gilardi, donc au département consulting. Nous sommes tous les deux dans l'équipe d'experts fiscalistes de TVA RF Consulting, qui a récemment intégré le groupe Vatit Compliance. Alors, TVA RF Consulting, c'est à la base une société de représentation fiscale en TVA, qui constitue donc évidemment le noyau de notre activité. À côté de cela, nous avons tout un panel d'autres services de soutien à nos clients en fiscalité. Donc, ça passe évidemment de la représentation fiscale, donc tout ce qui concerne les formalités autour de l'immatriculation à la TVA, les déclarations, les remboursements de TVA aussi déposés en France ou dans d'autres pays. Et à côté de ça, nous avons aussi du conseil opérationnel, du conseil fiscal opérationnel, en termes de TVA et aussi en termes d'autres sujets de droit fiscal, tels que par exemple la mise en place d'une piste d'audit fiable, le paramétrage de la facturation, notamment facturation électronique, on va en parler dans quelques minutes, paramétrage de RP, etc. Nous faisons aussi de la fiscalité environnementale, notamment la plastic tax et la responsabilité des producteurs élargie. Et nous accompagnons aussi nos clients en termes de droits de douane, en ce qui concerne leur mapping de leurs obligations douanières, ainsi que les contrats entre sociétés importatrices et exportateurs, nécessaires pour les formalités d'importation. Enfin, le groupe Vatit Compliance a aussi une plateforme de facturation électronique, on va y revenir aussi par la suite, qui s'appelle Easy, et qui est un PDP, un des PDP agréés pour la mise en place de la facturation électronique, qui arrive bientôt en septembre. Alors, dans le cadre de ce webinaire, on va parler de la loi de finances 2026, qui est finalement arrivée après un certain temps de gestation plus ou moins long, et en particulier, on va se concentrer sur plusieurs sujets spécifiques qui concernent la TVA d'une part et les douanes de l'autre. Et en particulier, alors ces sujets, ce seront la facturation électronique d'une part, donc qu'est-ce qui a changé par rapport à la réforme de la facturation électronique, une mise à jour à partir concernant la franchise en base de TVA, un autre grand sujet qui est la recodification des règles de TVA dans le nouveau Code des impositions sur les biens et services, ce qui a changé en termes aussi de contrôle fiscal, de procédures en matière de TVA et de contrôle fiscal, et enfin l'introduction d'une nouvelle taxe sur les colis importés de petite valeur. Alors, nous allons commencer par ce qui a changé en matière de facturation électronique. Oui, tout à fait. Donc, la loi de finances 2026 a réservé toute une partie sur la facturation électronique. Donc, il y a quelques nouveautés qu'on voulait vous présenter. Mais avant ça, on voulait faire un petit état des lieux sur la facturation électronique en France. La réforme de la facturation électronique a bien évidemment été portée par la réforme VIDA, donc VAT in the Digital Age, qui en est un des trois piliers. Et ce pilier qui est concerné ici, qui concerne donc la modernisation du système TVA, avec la modernisation aussi de la déclaration de TVA, et qui est retranscrite en France par l'obligation progressive de l'invoicing et de l'e-reporting. Donc l'invoicing qui concernera en France les relations, les opérations entre entreprises établies et immatriculées en France. Euh, Puis vous avez l'e-reporting, qui sont au nombre de deux. Donc l'e-reporting pour les données de transaction, qui va concerner les opérations des entreprises auprès des personnes physiques, donc les opérations B2C, et toutes les opérations internationales, donc les exportations, les livraisons intercommunautaires et les AIC. Et puis le dernier
reporting sera réservé aux paiements ou aux encaissements sur les opérations où la TVA est exigible dès l'encaissement. Donc, ça sera par exemple pour les prestations de services ou les acomptes. Quelques petites dates clés qu'on voulait vous rappeler. Très important, le 1er septembre 2026, qui marquera la grande entrée, l'entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique qui s'appliquera à toutes les entreprises et surtout dans un premier temps aux grandes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire. Un seuil de tolérance de 1 an est accordé aux micro et petites entreprises. Donc, toutes les entreprises devront être, après cette date-là, devront être en mesure d'émettre et de recevoir des factures sous format électronique, avec une petite nuance ici, puisque certes, il y a un petit seuil d'1 an pour les petites et micro-entreprises qui pourront se mettre à jour un peu plus tardivement, mais quand bien même, elles doivent être quand même en mesure de recevoir des factures électroniques de la part des grandes entreprises, puisque forcément, elles seront amenées à contracter avec des grandes entreprises qui, elles-mêmes, auront déjà cette obligation dès le 1er septembre 2026. Donc, c'est important pour les petites et micro-entreprises d'être très vigilants et d'être en capacité, à minima, de recevoir les factures électroniques dès le 1er septembre 2026. À noter, comme on le dit ci-dessous, que c'est le même calendrier pour l'e-reporting. Maintenant, l'application de la loi de finances à ce grand chapitre de la facturation électronique, quelques évolutions dont nous voulions vous parler. Donc, la loi de finances 2026 vient bel et bien entériner l'abandon du projet de la plateforme fournie par le secteur public. Donc, on a une privatisation de ce secteur-là. Toutes les plateformes, les anciennes PDP, on les appelait avant les PDP, mais maintenant, on va les appeler les plateformes agréées, donc les PA. Toutes les entreprises devront choisir leur plateforme agréée. Toute la liste est disponible sur Internet, sur le site impôt.gouv. À noter que nous, TVARF Consulting, nous disposons de notre propre plateforme agréée qui se nomme Easy, comme l'a dit Étienne en introduction. Nous pouvons en effet, donc, à travers cette plateforme agréée, vous proposer une mise à disposition, une offre d'accompagnement sur le paramétrage et aussi la mise en place progressive de la facturation électronique. Donc, ce sont des professionnels de la facturation électronique, de la digitalisation des opérations. Donc, on se fera un plaisir de vous accompagner là-dessus. À noter également que sur cette liste fournie sur impôt.gouv, donc il y a plus de 100 plateformes agréées. Euh, il est bien important de bien choisir ces plateformes agréées puisque toutes ne pourront pas être en lien avec votre secteur d'activité. Chaque plateforme agréée a sa spécialisation, que ce soit des spécialisations sur les métiers ou dans les secteurs d'activité. Donc, bien se renseigner sur les caractéristiques des plateformes agréées pour qu'elles répondent à vos attentes et puis que pour que ça se fasse le plus simplement possible dans le cadre de cette nouvelle réforme qui va entrer en vigueur du coup le 1er septembre 2026. La loi de finances 2026 vient également officialiser le statut de Chorus Pro qui devient la plateforme officielle du secteur public. À noter que donc, ça va être lors d'opérations B2J, donc sur les opérations entre les entreprises privées et l'État et le secteur public. À noter que les entreprises ne correspondront jamais directement avec Chorus Pro. Ce lien avec Chorus Pro sera toujours fait avec votre plateforme agréée. Donc, ce sera l'entreprise qui enverra les factures à votre plateforme agréée, qui l'enverra par la suite à Chorus Pro. Donc ça pourrait être donc, voilà, dans le cadre des opérations B2J ou dans le cadre de marché public. Également, la loi de finances est venue changer les règles concernant le service minimum obligatoire de l'ancienne PDP, donc de l'ancienne PA, plateforme agréée. Auparavant, elle était de 6 mois. Donc, lorsque vous vouliez changer de plateforme agréée, le service minimum pouvait être effectué par la plateforme agréée sur 6 mois. Maintenant, on est passé à 12 mois. Donc,
que confère le service minimum? Ben, c'est tout simplement l'accès aux données, c'est la transmission des factures électroniques à l'autre plateforme agréée si vous correspondez avec une autre entreprise privée ou alors avec Chorus Pro. Donc vous aurez 12 mois d'assuré, c'est quand même assez confortable pour les entreprises. Dans le cas où vous n'êtes pas content de votre plateforme agréée, vous êtes assuré d'avoir un service minimum, un minima de 12 mois. Également, la loi de finances 2026 est venue restructurer l'article 290 et par-dessus ça, clarifier le périmètre de l'e-reporting. Euh, on est venu ici exclure de ce périmètre les opérations qui ont lieu hors UE, hors Union européenne, entre redevables français, entre sociétés établies en France. Donc on est venu l'exclure. Ces opérations ne seront pas à être e-reportées. Euh, on a eu aussi l'inclusion des acquisitions intracommunautaires non soumises à TVA euh, et également des pressions de services donc, qui sont situées en France au profit de non-assujettis à la TVA, donc des B2C. Donc ces deux opérations-là sont rentrées dans le cadre de l'e-reporting. On est venu aussi, la loi de finances est venue aussi clarifier les obligations des non-établis. C'était pas très clair jusqu'à maintenant. Maintenant, on en sait un peu plus. Donc les sociétés qui sont pas établies en France, mais qui sont immatriculées à la TVA en France, et donc qui ne sont pas sujettes à l'invoicing, à l'obligation de facturation électronique. Elles rentrent dans le périmètre de l'e-reporting avec un périmètre beaucoup plus restreint forcément que les sociétés établies en France. Donc deux dates ici à retenir un petit peu comme les dates générales sur la réforme électronique. Septembre 2026, seules les grandes entreprises et les établissements de taille intermédiaire auront l'obligation d'y reporter leurs ventes locales. Donc, dès que les entreprises non établies ventileront de la TVA, auront de la TVA lors de leurs ventes, elles devront l'y reporter sur leur e-reporting. Donc, ce sera par exemple le cas pour les ventes B2C et également pour les droits d'entrée lorsque ce sont des opérations B2B. Deuxième date importante pour les sociétés non établies, septembre 2027. Ça concernera ici toutes les sociétés non établis et qui devront du coup y reporter leurs ventes, comme précédemment dit, mais également leurs achats, euh, euh, surtout les achats lorsque la TVA sera due par le preneur. Donc c'est le cas ici pour les acquisitions intracommunautaires et également pour les achats locaux dans le cadre d'achats locaux avec inversion du redevable. Tu peux changer de... Ah, merci. Euh, Également, un durcissement assez important des sanctions dans le cadre du non-respect des règles ou des nouvelles règles de la facturation électronique. Euh, donc, on est passé de 15 euros à 50 euros d'amende par facture, par manquement de transmission de facture par les entreprises. Un plafond annuel qui a été maintenu pour les assujettis, donc en cumulé l'amende maximum sur un an donc qui sera de 15 000 euros pour les assujettis et 45 000 euros pour les plateformes. Une amende également augmentée pour le défaut de transmission des données de transaction ou de paiement, qui passera de 250 euros à 500 euros. Et ici, on est venu relever le plafond de sanctions annuelles à 100 000 euros pour les plateformes, alors qu'on a maintenu le plateforme pour les assujettis. La loi de finances est également venue créer une nouvelle sanction avec une amende spécifique en cas de non-recours à une PDP, à une PA, donc une plateforme agréée. C'est 500 euros par manquement, puis 1000 euros tous les 3 mois après mise en demeure de la part de l'administration fiscale. La loi de finances est venue également créer une dernière et nouvelle sanction avec un risque de radiation du numéro d'immatriculation en cas de manquement grave. Manquement grave ici, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est le cas de fourniture de données erronées ou par exemple le cas de lorsqu'on passe par un lien qui n'est pas, lorsqu'on ne passe pas par notre plateforme agréée, qu'on contourne cela et que donc on ne respecte pas les règles qui ont été posées pour la facturation électronique. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la facturation électronique et sur les nouveautés
que la loi de finances avait apporté sur cette réforme-là, sur ce thème-là. On voulait également vous parler de la franchise en base. Pas de changement majeur ici. On voulait juste ça servira un petit peu de rappel, puisque l'article sur la franchise en base a été supprimé. Ça entraîne donc le maintien des seuils. Donc, ce sont les mêmes seuils applicables en 2026 que les seuils qu'il y avait au 1er janvier 2025. Donc, rien n'a changé ici. Ce sont les mêmes seuils, juste quelques points de vigilance ici sur sur la surveillance du dépassement des seuils. Lorsque vous voyez que vous êtes entre les deux seuils, que ce soit pour la vente ou pour les services, dès que vous dépassez 85 000 euros, dès que vous dépassez 37 500 € pour les services, bien faire attention parce qu'on est un peu dans une situation d'entre-deux où on peut vite basculer sur un cas de facturation à TVA, de ne plus être éligible au régime de la franchise en base. Donc, anticiper éventuellement le passage de la TVA si là, vous voyez que votre activité est en croissance et également bien faire attention également à la cohérence des factures, à la cohérence de la mention sur facture qui est toujours la même ici. Bien mentionner l'article du Code général des impôts qui est l'article 293B du CGI. Bien mettre les mentions correspondantes pour qu'on comprenne qu'il s'agit de franchise en base. Voilà, maintenant, nous allons passer à la recodification des règles de TVA dans le Code d'imposition des biens et services. Alors, de quoi il s'agit de façon générale? En fait, les règles qui régissent la TVA actuellement dans le Code général des impôts vont être retranscrites dans le Code des impositions sur les biens et services, qui est un texte de loi fiscale qui a été créé il y a quelques années, et avec une entrée en vigueur à partir du 1er septembre 2026. Donc, c'est à la base surtout un changement textuel, c'est-à-dire que on se retrouvera avec plus d'articles dans le CIBS, une multiplication puisqu'on passe de 230 articles sur la TVA dans le CGI à plus de 1000 environ dans le CIBS. Ils seront écrits d'une façon qui se veut un peu plus simplifiée et avec plus de renvois entre eux. Et donc, les articles seront plus courts également au niveau textuel. Donc, ce qui veut dire évidemment de prime abord qu'on va changer de référence légale, puisque dorénavant, en matière de TVA, on se référera non plus au CGI comme c'était le cas jusqu'ici, mais à partir du 1er septembre 2026, on se référera au CIBS. Alors, c'est une réforme qui est dite à droit constant, entre guillemets, c'est-à-dire que le droit substantiel tel qu'il est en vigueur à ce jour n'est pas amené à changer en théorie. Néanmoins, il y a un point important qui change avec cette recodification, et ça, c'est l'intégration dans le CBS de plusieurs jurisprudences de la Cour de justice européenne sur plusieurs thèmes variés en termes de TVA, et qui du coup, ça apporte en fait un alignement de la position française sur cette jurisprudence européenne. Alors, il y a plusieurs sujets qui sont concernés, hein. Il y a une multitude de sujets qui sont touchés. Nous, on en a sélectionné 4 parmi ceux qu'on a retenus qui sont les plus importants. Alors, le premier, c'est le nécessaire lien entre les dépenses déductibles d'une part et les opérations taxables de l'autre, la notion d'établissement stable en matière de TVA, le régime des agences de voyage qui désormais s'appellera régime des opérateurs de voyage d'ailleurs, et enfin les activités de leasing et activités assimilées. Alors, pour commencer d'abord par le lien entre les dépenses déductibles et les opérations taxables, ça c'est un grand principe évidemment en TVA. Pour pouvoir déduire la TVA sur les achats, il faut prouver que ces achats ont servi à la réalisation d'opérations taxables. Et ça, c'est pas juste un principe théorique, c'est une exigence réelle qui est vérifiée par les administrations fiscales. Donc, c'est-à-dire que une entreprise qui dépose une demande de remboursement de TVA, en particulier à l'étranger, va souvent se trouver confrontée à la question de la part de l'administration de démontrer les opérations taxables auxquelles ont servi les achats qu'elle a fait avec la TVA du pays en question. Donc, c'est une question en fait de justifier le bien fondé de ces achats-là. Donc, c'est une exigence réelle et qui est appliquée de manière stricte par les administrations. La CJUE, elle a tendance à être un petit peu plus, comment dire,
laxiste ou permissive envers les entreprises, puisque ce qui compte pour la CJUE, c'est surtout le fond du droit, la substance, plus que la forme. On voit souvent la CJUE mettre plus de poids, en fait, plus de focus sur le fond du droit à remboursement, plutôt que les formalités, c'est-à-dire le fait de pouvoir présenter, par exemple, un certain type de document à l'appui de la demande de remboursement. Et deux autres illustrations, par exemple, c'est les arrêts qui sont cités ici. Donc Ryanair, d'une part, qui a confirmé que c'est l'intention, le fait de prévoir de faire des opérations taxables qui comptent et pas de les réaliser effectivement pour pouvoir déduire la TVA sur les achats afférents à ces opérations. En fait, concrètement, c'était dans l'arrêt en question, il s'agissait de Ryanair qui allait faire l'acquisition d'une autre société. Et pour cette acquisition-là, elle avait fait des dépenses de conseil. Conseil qui avait été facturé avec TVA donc qu'elle voulait récupérer. Sachant que cette acquisition de l'autre société, au final, ne s'était pas faite, elle avait été annulée. Et là, la CJUE a confirmé qu'elle peut déduire la TVA concernée, même si l'opération taxable de l'autre côté, donc l'acquisition de l'autre société, au final ne s'est pas réalisée, elle ne s'est pas faite parce qu'elle a été annulée. Ce qui compte, c'était l'intention, le fait d'avoir mis en place, d'avoir prévu de faire cette acquisition qui justifie du coup le pouvoir de déduire la TVA. Un autre arrêt, c'est Weatherford. Alors ça concerne les groupes de sociétés. Et c'est un arrêt qui confirme qu'une société qui fait partie d'un groupe, par exemple la société mère, peut déduire la TVA sur des dépenses qu'elle a faites, même si ces dépenses ont profité aussi à d'autres sociétés du groupe, pas juste à elle, mais aussi à d'autres sociétés. Donc en fait, il n'y a pas d'exclusivité, pour ainsi dire, nécessaire de la dépense. Elle ne doit pas profiter à une seule société, celle qui fait la demande, mais ça peut être au niveau du groupe. Alors, qui dit nécessité de réalisation d'opérations taxables, dit évidemment attention aux entreprises qui font des opérations qui sont non taxables, en fait, qui sont exclues du champ de la TVA, ou qui ont un mixte des deux, une pluralité de régimes, donc qui ont d'une part des opérations taxables et d'une part des opérations qui sont exclues. Pourquoi? Eh bien, ça veut dire parce que le cas échéant, elles devront effectuer un départage, un prorata de leur déduction de la TVA, parce que celle qui est relative aux opérations non taxables ne sera bien sûr pas récupérable. Ça peut être important du coup pour des sociétés pour des entreprises qui sont concernées par des régimes qui sont exclus de la déduction. Par exemple, les opérateurs de voyage, on va en parler juste après. Le deuxième sujet, c'est l'établissement stable en matière de TVA. Vous connaissez peut-être l'établissement stable en matière d'impôt sur les sociétés. Il y a une notion qui est très proche en matière de TVA. Et en fait, concrètement, ça définit une structure située dans un autre pays qui a un degré de permanence, un caractère autonome minimum, et qui en fait dispose de moyens humains, donc d'équipes de personnel et techniques, de matériel, qui lui permettent d'exercer une certaine activité ou une partie d'une activité de l'entreprise principale. C'est une notion qui est importante à anticiper en particulier pour les entreprises qui ont des projets dans d'autres pays, tout simplement parce que, en fait, le fait d'avoir un établissement stable TVA dans un autre pays, ça fait que l'entreprise est assimilée à une entreprise locale, comme si elle était établie dans l'autre pays, même si en réalité elle ne l'est pas, pour les besoins de l'opération des opérations qui sont réalisées par l'établissement stable de TVA. Et donc, concrètement, ça veut dire que, en fait, ça peut changer la territorialité de la TVA qui s'applique sur les factures. Vous pouvez le voir assez bien à partir de l'exemple à droite. Donc, si on prend l'exemple des prestations de services, nous, chez TVA RF Consulting, on fait régulièrement du conseil juridique, en particulier du conseil fiscal. Ça, c'est une prestation de service générique qui, en principe, est taxable dans l'état du preneur assujetti. En B2B, c'est taxable dans l'état du preneur. Donc, ça veut dire que si on facture ces prestations à un client allemand, ces prestations-là sont facturées sans TVA, en particulier sans TVA française, puisque la TVA française ne s'applique pas, étant donné qu'on regarde l'état du client. Sauf que si on imagine que ce client a un établissement stable TVA en France,
pour une raison quelconque, par exemple parce qu'ils ont un projet ou une implantation, un bureau, etc. en France, et que nos services, nos prestations de conseil sont faites en vérité à cet établissement stable français, eh bien, en fait, ça veut dire que l'entreprise étrangère est considérée comme si elle était établie en France, ce qui fait que du coup, la TVA qui s'applique est la TVA française. Et donc, qu'en fait, on doit ajouter de la TVA française à 20% sur notre facture, là où on n'aurait pas dû le faire si cette prestation était directement facturée à une entreprise étrangère sans établissement stable en France. À ce sujet-là, la jurisprudence européenne elle a tendance, à nouveau ici aussi, à être un petit peu plus sécurisante pour les entreprises, parce que, bon, évidemment, je pense que vous comprendrez, c'est une notion qui est souvent utilisée, qui est souvent mobilisée par les administrations fiscales, parce qu'elle permet, le cas échéant, de récupérer de la taxation, en fait, d'appliquer leur TVA locale, et donc elles ont tendance à l'imposer, là où elles le peuvent, à des sociétés étrangères qui ont un projet dans leur pays. La tendance de la CJUE, c'est de plutôt encadrer cette tendance-là, donc de la limiter, et de définir, elle a défini beaucoup de cas dans les dernières années, de cas de figure, en fait, qui, selon elle, ne sont pas des établissements stables. Un exemple très concret, c'est par exemple le fait de détenir un immeuble dans un autre pays, un immeuble qui est mis à la location, dans un pays étranger, ça, pour la CJE, ça ne constitue pas un établissement stable. Donc, le fait d'avoir un immeuble dans un autre pays qu'on loue à d'autres entreprises, le cas échéant, n'est pas un établissement stable dans cet autre pays. Et un autre exemple, c'est le cas de la relation entre société mère et filiale. Alors, il y a eu beaucoup d'arrêts qui concernent cette relation-là dans les groupes internationaux, donc les groupes dans lesquels la société mère d'une part et les filiales sont de l'autre sont établis dans des pays différents. Et là, la CJE, la ligne constante de la CJE, c'est de considérer qu'une filiale n'est pas, par principe, un établissement stable de sa société mère étrangère, puisque, en principe, une filiale est considérée comme indépendante et non pas juste un établissement de sa société mère étrangère. Et notamment, même si l'unique client de cette filiale est la société mère en question, donc ça c'est l'apport de l'arrêt Adient, par exemple, c'est-à-dire que ça concernait le cas d'une filiale étrangère qui avait pour unique client sa société mère, et malgré ce qu'on pourrait appeler cette dépendance économique, la CJE a refusé de caractériser cela en établissement stable TVA, en absence de caractérisation, en fait, tant que l'administration fiscale nationale n'avait pas caractérisé en quoi la filiale était concrètement dépendante de la société mère, et en particulier en quoi la société mère en question avait une emprise, une influence, un pouvoir sur les équipes de cette filiale. Un autre régime important, un autre sujet important, c'est le régime des agences de voyage qui, désormais, avec la recodification, s'appellera le régime des opérateurs de voyage, par ailleurs. Et il y a une raison pour cela, vous allez voir. Alors, le régime des agences de voyage, qu'est-ce que c'est? C'est un régime spécial de TVA, donc qui diffère du régime normal de TVA, et qui s'applique à toutes les entreprises qui achètent et revendent des prestations qu'on appelle des prestations touristiques. Les prestations touristiques, ça vise en particulier l'hébergement, donc par exemple l'hébergement hôtelier, le transport de personnes, le transport de passagers, et ainsi que, de façon plus globale, en fait, les voyages, l'organisation de voyages touristiques, les activités de guide touristique, etc., etc. Ce qui est fondamental de comprendre à ce sujet-là, c'est que malgré son nom, c'est un régime qui est susceptible de s'appliquer à toute entreprise potentielle et pas juste les entreprises qui sont officiellement des agences de voyage. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise qui achète et revend ces prestations-là peut être concernée par le régime des agences de voyage. Pourquoi c'est important à anticiper? Parce que, en fait, alors très concrètement, le régime des agences de voyage, il apporte avec lui une non-déductibilité de la TVA sur les achats, c'est-à-dire que les entreprises qui sont sujettes à ce régime-là ne peuvent pas déduire la TVA sur les achats qu'elles font, par exemple sur les achats d'hôtels ou des transferts de personnes, etc. Ce qui, évidemment, est
fondamentale, enfin, c'est une modification par rapport au régime normal qui est conséquente et que, du coup, le cas échéant, il faut impérativement anticiper, d'autant plus que, comme je le disais, toutes les entreprises peuvent être concernées qui font ce genre de prestations, même quand ce n'est pas leur activité principale. Et donc, dans cette optique-là, on pense en particulier, par exemple, aux entreprises qui sont actives dans le secteur de l'événementiel, les agences événementielles, les entreprises qui organisent aussi, par exemple, des formations, ou les entreprises internes pour d'autres entreprises. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là, même si leur activité principale, c'est l'événement, elles peuvent aussi souvent prévoir dans le cadre de leur service de l'hébergement, des chambres d'hôtel, des transports de personnes d'un point à l'autre, par exemple d'un hôtel ou d'un aéroport au lieu de l'événement et vice-versa. Et ça, ce sont des entreprises qui, du coup, potentiellement sont concernées par ce régime, du moins pour ces activités-là, et donc que du coup, elles doivent bien définir, anticiper, puisque ça a une conséquence importante en matière de leur capacité à déduire, à récupérer la TVA, notamment dans les pays étrangers. D'autant plus que la Cour de justice européenne, à ce sujet-là, contrairement aux deux autres sujets qu'on a vus, elle a une tendance qui est plutôt stricte, elle est assez restrictive face aux entreprises, face aux assujettis, parce que la tendance actuelle de la Cour de justice européenne, c'est de considérer que une entreprise, elle est concernée par ce régime dès la première prestation concernée. C'est-à-dire que même si elle n'achète et revend qu'une seule prestation de ce régime-là, donc une seule prestation d'hôtel, une seule prestation de transport de passagers, sans fournir d'autres services à côté, donc sans fournir plus de conseils touristiques, d'organisation d'un voyage, etc. à côté, eh ben, ce régime s'applique quand même. Donc, un effet domino qui est assez immédiat, puisque, en fait, il s'applique dès qu'on a une seule prestation qui est concernée par ce régime de façon quasi automatique. Et ça, c'est une ligne directrice de la CJE qui s'est définie ces dernières années et qui est assez, du coup, restrictive, puisque, en fait, elle applique de façon assez automatisée ce régime à l'encontre des entreprises. Le quatrième sujet, un autre changement significatif, il concerne les activités de leasing et tous les contrats plus ou moins apparentés, donc le leasing, le crédit bail aussi par exemple, et tous les cas en fait de location de biens dans le cadre desquels on a aussi en fait un achat par le client du bien en fin de contrat. Pourquoi? En fait, parce que le CIBS prochain, il intègre l'apport de l'arrêt Mercedes-Benz de la CJE qui était sorti en 2017 et qui avait requalifié un contrat de leasing en livraison de biens. En fait, le principe, c'est qu'un contrat de leasing, on le considère par principe comme une prestation de service, mais selon la CJE, il y a des circonstances qui font que dans certains cas, on doit considérer ce contrat de leasing comme au contraire une livraison de biens, non pas une prestation de service, mais une livraison de biens selon certaines particularités du contrat. Et en particulier, quelles sont ces particularités? Alors, c'est d'une part la présence d'une clause automatique de transfert de propriété du bien, c'est-à-dire si le contrat il prévoit qu'en fin de contrat, le client acquiert la propriété du bien qui fait l'objet du leasing, eh bien, ça en fait en sorte que c'est une livraison de biens et non pas une prestation de service. Et un autre cas, c'est en cas de option de rachat, donc même si elle n'est pas automatique, il y a simplement une clause optionnelle. On va considérer que cette option de rachat, elle est levée par le client selon l'équilibre économique du contrat à la fin quand il arrive à son terme, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh ben, tout simplement, on va comparer la valeur vénale du bien au montant des loyers qui ont été payés jusque-là. Et si on constate que économiquement, il ne reste soit rien, soit très peu par rapport à l'équilibre du contrat en général au client à payer pour faire l'acquisition de son bien, on va dire, en fait, la seule décision logique d'un point de vue économique et rationnel d'un point de vue économique pour le client, c'est effectivement de racheter ce bien, de lever l'option de rachat,
Et donc, on considère que du coup, c'est comme si c'était un rachat automatique, ce qui fait que c'est une livraison de biens. Pourquoi cette distinction entre prestation de service et livraison de biens est importante? Eh bien, tout simplement parce qu'ils obéissent à des règles de TVA qui sont fondamentalement différentes, et en particulier au niveau de la date d'exigibilité. Parce que, pourquoi? Parce que, alors, pour une prestation de service, la date à laquelle la TVA devient exigible, c'est à l'encaissement du prix. Donc, quand le prestataire reçoit le prix de la part du client, c'est là que la TVA devient exigible, et c'est à cette période-là qu'il doit déclarer la TVA, puis la reverser au trésor public. Donc, ce qui veut dire que dans un contrat de leasing normal, entre guillemets, la TVA devient exigible concrètement à chaque loyer. Chaque loyer que le prestataire facture à son client, il y aura de la TVA dessus, et c'est cette fraction de TVA qui correspond au loyer qu'il doit ensuite déclarer et payer. Au contraire, la livraison de biens, dans le cas de la livraison de biens, la TVA devient exigible dès la remise du bien au client, donc dès qu'on met le bien à sa disposition. Pourquoi c'est fondamentalement différent? Eh bien, parce que dans le cadre d'un contrat de leasing ou de location ou de crédit bail, etc., eh bien, le bien, il est remis au client dès le début. Ce qui veut dire que, en fait, si on est dans le cas d'une livraison de biens au lieu d'une prestation de service, la TVA que doit facturer le prestataire, en fait, ça correspond à la TVA sur l'entièreté de la valeur du contrat dès la remise du bien à son client. Et là, vous le voyez à droite, donc si on prend l'exemple, donc par exemple, un contrat de crédit bail qui porte sur un bien de 1000 euros, et qu'on imagine qu'il y a 10 échéances, donc 10 loyers, si on est dans le cadre d'une prestation de service, ça veut dire qu'on aura 10 échéances de 100 euros chacun, avec 20% de TVA, donc 20 euros de TVA qui est facturé chaque mois, par exemple, chaque échéance. Mais par contre, si ce contrat se retrouve requalifié en tant que livraison de biens, là, c'est sur l'entièreté de la valeur du contrat que le prestataire doit facturer la TVA. Donc, ce qui veut dire qu'au lieu de facturer 20 euros de TVA sur chaque échéance, on doit facturer 20% sur les 1000 euros qui constituent l'ensemble de la valeur du contrat, donc 200 euros de TVA, et qui plus est dès le début. Donc, au moment où le bien est remis au client, c'est là qu'on doit faire cette facture avec 200 euros de TVA. Ensuite, dans les faits, il n'y a rien qui empêche le bailleur, le prestataire, le fournisseur de échelonner le paiement. Il est possible de se mettre d'accord avec le client sur un échelonnement pardon, du paiement du prix pour faire en sorte d'avoir en fait des pseudo-loyers. Mais ce qui est important, c'est qu'au niveau de la TVA, et là le prestataire n'y échappe pas, il est obligé de facturer l'entièreté de la valeur. Ça a aussi une conséquence en termes de territorialité, parce que la territorialité des livraisons de biens et des prestations de services elle est différente, puisque on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de l'établissement stable, les prestations de services, elles sont par principe, sauf exception, taxables dans l'état du preneur, mais au contraire, les livraisons de biens, elles sont taxables dans le pays où le bien se situe au moment de sa mise à disposition au client. Et donc, ce qui veut dire que le cas échéant, tandis que pour des prestations de services à un client étranger, on n'aurait pas de TVA à facturer, si on est au contraire dans le cas d'une livraison de biens, on doit facturer la TVA du pays dans lequel le bien se trouve au moment de la signature du contrat. Et ça peut être un pays étranger, c'est-à-dire que pour une entreprise de leasing qui donne en leasing des voitures ou d'autres biens qui se trouvent dans d'autres pays, en Allemagne, en Espagne, etc., eh bien, le cas échéant, elle se retrouvera avec une obligation de facturer la TVA de ces pays-là si ces contrats de leasing sont requalifiés en livraison de biens au lieu de prestation de services. Alors, donc cette recodification du CIBS, elle intègre ces nouvelles règles. C'est important parce que jusque-là, l'administration française n'appliquait pas l'arrêt Mercedes-Benz. Elle ne s'était pas alignée sur ces nouvelles règles-là qui avaient été décrétées par la Cour de justice européenne. Alors, il y avait quand même un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux de 2020 qui l'avait appliqué, donc c'était quand même une évolution du droit qui était pertinente en France dans une certaine manière, mais l'administration française ne appliquait pas ces nouvelles règles. Si vous consultez le bulletin officiel à ce sujet-là, vous verrez que ces contrats
ce genre d'activité, ce genre de contrat, sont toujours systématiquement traités comme des prestations de services et qu'il n'y a pas de cas de figure, en fait, dans lesquels ils sont traités comme des livraisons de biens. Et donc là, c'est un changement très important pour les entreprises de ce secteur-là, parce que, elles vont devoir complètement, en fait, revoir l'équilibre, de leurs contrats, puisque c'est vraiment la qualification fiscale de ces contrats-là qui change le cas échéant. Et le problème, alors enfin le problème, le sujet particulier sur ce thème-là, c'est que ça laisse beaucoup de questions ouvertes, évidemment, comme le fait de comment savoir, comment calculer en fait l'équilibre futur du contrat, comment est-ce qu'on sait quelle sera la valeur restante, par exemple la valeur vénale du bien en fin de contrat par rapport aux loyers qui ont été facturés. Donc concrètement, en fait, comment est-ce qu'on peut anticiper à l'avance la qualification future qu'aura le contrat quand il arrivera à son terme, et aussi quel est le type de contrat concerné, parce que alors les arrêts qu'on a eus jusque-là, ils concernaient des crédits bail mobiliers, donc de biens meubles, mais la jurisprudence de la CJUE d'une part, et aussi le droit européen sur lequel repose cette jurisprudence, il n'exclut pas les biens immeubles. Donc ça n'exclut pas en fait que ces règles-là puissent s'appliquer à des cas de figure de crédit bail immobilier. Ce qui est un sujet également important, puisque là, on parle évidemment de montants, de valeurs significatives qui peuvent courir sur des périodes de temps qui sont longues. Donc ça laisse beaucoup de questions ouvertes quand même, je pense que vous l'avez compris. Alors qu'est-ce qu'elle signifie, cette recodification des règles de TVA dans le CIBS? Je l'ai expliqué au début, donc en théorie, en principe, c'est une recodification à droit constant qui n'est pas amenée, qui n'est pas censée faire changer en fait le droit positif français tel qu'il est, mais néanmoins, et en particulier à cause de cette intégration de la jurisprudence européenne dans la loi française, désormais, on a quand même certains sujets qui se trouvent fondamentalement modifiés et surtout qui sont plus encadrés en fait au niveau des droits et aussi des obligations des assujettis concernés. Qu'est-ce que cette recodification veut dire concrètement pour les contrats qui sont en cours, les factures à émettre, les procédures en cours, etc. Alors, tous les actes qui sont antérieurs et qui sont encore en vigueur au 1er septembre 2026 ne deviennent pas caducs, ils restent valables. Euh, donc, ce qui veut dire que les contrats qui sont antérieurs au 1er septembre 2026 ne se trouvent pas annulés par cette recodification, mais ils continuent à déployer leur effet pour l'avenir, sans qu'il y ait forcément besoin de changer les références légales, de changer le texte du contrat. Tout ce qui concerne la doctrine, donc la doctrine administrative, les positions de l'administration, les avis qu'elle a donnés, et aussi notamment les rescrits individuels qu'elle a pu adresser aux entreprises qui en ont fait la demande, restent opposables à l'administration. Donc on a une continuité de la position administrative qui ne devient pas là aussi caduque juste du fait de cette recodification. Et aussi, concrètement, en termes de déclaration de TVA, de procédure fiscale, des obligations de facturation pour les entreprises, et notamment aussi de la facturation électronique, il n'y a pas de changement substantiel. Les modalités de déclaration de la TVA, par exemple, ou de facturation, elles restent les mêmes. Le cas échéant, il y a les références légales qui changent, puisque désormais on se référera au CIBS au lieu du CGI, mais substantiellement, sur le fond, il n'y a pas vraiment de changement. Donc beaucoup d'interrogations qui restent ouvertes, on l'a vu. Il y a une nouvelle ordonnance, pour votre information, qui est prévue dans les prochains mois, qui est censée apporter plusieurs éclaircissements, répondre à plusieurs questions à ce sujet-là. Et sachez qu'il y a aussi une consultation publique qui est actuellement ouverte et qui restera ouverte jusqu'au 15 avril, dans le cadre de laquelle les assujettis peuvent adresser leurs commentaires et leurs questions à l'administration fiscale. Et maintenant, nous allons passer au contrôle fiscal. Oui, une petite nouveauté concernant le contrôle fiscal qui a été mise en place par la loi de finances 2026. Donc, on a eu l'introduction d'une nouvelle précision sur les modalités de groupe, des groupes TVA. Donc, les groupes TVA, pour rappel, c'est lorsqu'on est des groupes de sociétés, chaque entité ne va pas déclarer la TVA elle-même, mais c'est un assujetti unique qui va faire cette déclaration-là, qui va être le représentant du groupe et qui va porter
qui va porter la responsabilité de cette déclaration-là. Donc la loi de finances 2026 est venue à amener un accès renforcé aux données et aux traitements informatiques qui ont servi à l'élaboration de cette déclaration de l'assujetti unique dans le cadre des groupes de TVA. Euh, donc, l'administration peut demander maintenant les traitements informatiques qui ont servi à cela. L'entreprise a la possibilité de fournir elle-même les traitements ou alors d'envoyer directement les données sous 15 jours à l'administration fiscale. Ici, l'impact pour les entreprises et ce qu'on peut vous suggérer ici dans le cadre de ces nouvelles précisions, de cet accès renforcé du contrôle de l'administration, c'est de clarifier, de bien documenter les règles de calcul de TVA du groupe, puisque les opérations intragroupes dans le cadre des groupes de TVA sont soumises à neutralisation, elles ne sont pas soumises, sujettes à TVA. Donc bien renseigner, clarifier et documenter les règles de calcul pour éviter qu'il y ait des erreurs dessus. Et évidemment, sécuriser également les outils informatiques et de paramétrage, notamment sur les ERP. Donc bien vérifier qu'il n'y a pas d'erreur sur les traitements des opérations intragroupes. L'objectif ici, ça va être de garantir la fiabilité des calculs de TVA au niveau du groupe et ainsi de vous éviter éventuellement un risque de redressement de la part de l'administration fiscale. Et pour finir, je vais parler de l'introduction d'une nouvelle taxe sur les colis de faible valeur en France. Alors, qu'est-ce que ça concerne? En fait, dans l'Union européenne, on a à ce stade une exonération des importations de faible valeur, donc des colis d'une valeur de moins de 150 euros au moment de leur importation dans l'Union européenne. C'est une exonération qui a pu donner lieu à comment dire, certains abus ou des montages afin de profiter un maximum de cette exonération, par exemple en faisant plusieurs envois multiples pour rester à chaque fois en dessous de ce seuil de 150 euros. Et donc, c'est une exonération qui est amenée à disparaître au niveau européen, mais qui, en attendant, fait déjà l'objet d'une implantation d'une nouvelle taxe en France, qui a pris les devants à ce sujet-là, et qui, du coup, a introduit une taxe de 2 euros sur les importations de petits colis. Donc, concrètement, ça concerne les importations d'une valeur de moins de 150 euros, donc toutes celles qui sont déclarées sous format H7 sur le portail d'enregistrement douanier Delta. Et c'est en fait le redevable de cette taxe de 2 euros, il est aligné sur la personne qui est aussi l'importateur fiscal. Donc il y a plusieurs cas de figure, ça peut concerner plusieurs acteurs. En premier lieu, donc c'est les vendeurs ou les plateformes qui sont immatriculées à la TVA en France ou qui sont immatriculées en France via le guichet unique à l'importation, l'IOSS. Ça peut aussi concerner la plateforme d'e-commerce qui facilite la vente en question, du genre par exemple Amazon. Avec un rappel à ce sujet-là, c'est que ces plateformes-là, elles seront automatiquement présumées comme étant redevables à partir de mars 2028, puisque à partir de cette date-là, elles seront automatiquement assimilées en fait aux vendeurs, aux fournisseurs. Et enfin, ça peut concerner aussi tout simplement les vendeurs qui ont opté pour être importateur fiscal, pour être redevable de la TVA à l'importation et donc aussi de cette taxe sur 2 euros. En dehors de ces cas-là, donc quand aucun de ces cas-là n'applique, c'est à l'acheteur, donc le cas échéant, le particulier qui achète ces biens-là, de payer cette taxe, de verser cette taxe. Alors, concrètement, la façon dont ça se passe, c'est que la taxe sera collectée par le représentant en douane, donc transporteur, par exemple, qui livre le livreur du colis, qui collectera cette taxe auprès du particulier et ensuite la reversera. Au niveau du calcul de cette taxe-là, ce qui est important à comprendre, c'est qu'elle concerne les envois, en fait, chaque article, donc article par article, les catégories d'articles, en fait, elles sont alignées sur la nomenclature douanière. Donc, en fait, on détermine à quel article appartient un produit ou un colis donné selon le code tarifaire qu'il a, et ensuite, on applique cette taxe de 2 euros par catégorie individuelle selon les nomenclatures respectives qu'elles ont. Pour faire un exemple concret, un colis donc, qui a une seule catégorie d'articles, une seule nomenclature douanière,
C'est très simple, il y a une taxe de 2 € qui s'applique dessus. Mais un envoi qui a, par exemple, 10 petites catégories différentes, là, la taxe, elle sera de 20 €, puisqu'on a 10 catégories, 10 fois 2, 20, donc on se retrouve avec une taxe de 20 €. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une taxe qui s'applique par catégorie, peu importe le nombre individuel d'articles qu'on a au sein de cette catégorie. Donc si, par exemple, on imagine un envoi avec 2 catégories différentes dans cet envoi, donc on a 3 articles de catégorie, d'une première catégorie, catégorie A, et 2 autres articles d'une autre catégorie B, la taxe totale sur cet envoi sera de 4 €. Pourquoi? Parce qu'on a 2 catégories, catégorie A et B, même si, dans les faits, on a 5 articles qui sont envoyés. Ce n'est pas une taxe de 10 €, mais c'est 4 € puisque ça s'oriente sur le nombre de catégories au sens du code tarifaire. C'est une taxe qui est déjà en vigueur, puisqu'elle est entrée en vigueur au 1er de ce mois, le 1er mars, et elle va perdurer pendant quelques mois au moins, puisqu'elle est censée être remplacée par son homologue européen, une taxe de l'Union européenne sur les petits colis, qui est censée arriver au plus tard en novembre 2026. Mais en attendant, je l'ai dit au début, la France a pris en fait les débuts à ce sujet-là, s'est positionnée en tant que pionnière, entre guillemets, à ce sujet, et a déjà implanté une taxe comparable. Donc, voilà, c'était tout au niveau de notre webinaire. La loi de finances 2026, elle a apporté plusieurs changements qui intéressent les assujettis, en particulier au niveau de la facturation électronique. Alors, facturation électronique, une réforme qu'on connaissait déjà, qui était annoncée depuis un certain temps, mais qui du coup se concrétise de plus en plus, et qui en plus arrive demain pratiquement, puisque c'est l'entrée en vigueur au 1er septembre 2026. Et un autre sujet important, évidemment, l'intégration de certaines notions de la Cour de justice européenne qui ont des conséquences réelles pour les assujettis, pour les entreprises, autant concernant leurs droits que aussi, d'un autre côté, leurs obligations. Donc, pas mal de changements qu'il est nécessaire d'anticiper pour les assujettis dans les prochains mois de façon assez diligente. C'était tout de notre côté. Merci infiniment d'avoir participé à ce webinaire. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce dont on vient de discuter, n'hésitez pas à nous les adresser par écrit. Pareil, si vous désirez également avoir une copie de la présentation qui vient de s'afficher à l'écran, nous pouvons volontiers vous l'envoyer. Et de façon générale, nous restons à votre disposition pour tout besoin ou questions en général. Merci beaucoup à tous. Merci à tous.